Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres sur le plateau de Cultura. Julien Makayanzundu qui nous revient avec Chronique de l'école sous les tropiques, un recueil publié aux éditions Kemet. Bonjour Julien. Bonjour Sauf Gérard. Merci donc de revenir. J'insiste bien parce que c'est la troisième fois que je vous reçois sur le plateau de Cultura. Après, n'est-ce pas, vous avoir reçu pour deux de vos ouvrages sur la longue liste qui compose désormais, n'est-ce pas, votre production littéraire. Et c'est toujours avec le même plaisir, c'est toujours un bonheur, n'est-ce pas, que de partager avec vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, Chronique de l'école sous les tropiques, vous avez bénéficié de la préface d'Emmanuel Nguema Miko et de la postface de Pierre Thiemou. Tout à fait. Voilà. Alors, et vous êtes parti, puisqu'il faut mentionner que vous êtes vous-même psychologue, et là vous avez eu le recours, n'est-ce pas, vous avez eu recours à un autre psychologue pour apprécier vos textes. Une sociologue. Ah, une sociologue. Une voilà, sociologue évoluant à l'école normale supérieure de Libreville. Alors, Madame Nguema. Madame Nguema, et il faut dire qu'une préface qui dit, n'est-ce pas, l'essentiel, qui rend compte de l'essentiel de votre, disons, de l'ensemble de vos 8 textes, de vos chroniques, il faut dire, puisque vous l'avez bien dit, chronique de l'école sous les tropiques. Alors, sous les tropiques, il faut dire, vous nous présentez là déjà la République populaire de l'Équateur. Mais c'est c'est dans cette République où vous nous présentez il faut dire, le quotidien de l'ensemble, il faut dire de la vie écolière, de la vie universitaire, de la vie au lycée. Et c'est vraiment, il faut dire, on va à la connaissance, on va, comme qui dirait, prendre l'information, on va prendre la mesure, on va prendre la température de tout ce qui se passe dans ces écoles. Parlez-nous-en, Julien. Évidemment, je profite de l'occasion pour saluer ma consoeur Emmanuel Nguema Miko qui a fait la préface et mon confrère Pierre Thiemou qui n'est plus à présenter sur la place littéraire de Brazzaville. Évidemment, Chronique de l'école sous les tropiques présente sous le sceau de la fiction les problématiques essentielles qui minent le fonctionnement de l'école de façon générale dans les pays au sud du Sahara. Et ce n'est pas seulement la République de l'Équateur qui est une république imaginaire. Vous avez là aussi la République démocratique de Bongolo, république imaginaire, la République de Zankongo, république imaginaire. Et donc, j'ai essayé de circonscrire à partir des faits réels, de créer une forme de fiction pour mettre en exergue à travers ce recueil de nouvelles les différentes problématiques qui minent le fonctionnement de l'école dans plusieurs pays au sud du Sahara particulièrement. Voilà. 10 nouvelles, pour ne pas dire 10 toiles, pour ne pas dire 10 tableaux, n'est-ce pas? Et là, vous essayez de peindre. Là, vous passez, n'est-ce pas? Vous prenez la posture du peintre, de l'artiste peintre, autant que vous prenez la posture du caméraman et vous promenez avec vos caméras finalement dans ces écoles, de l'école primaire, au lycée, à l'université, pour nous dire l'essentiel de votre constat, en fait. Du constat, il faut dire du narrateur, puisque nous sommes là dans la fiction. Je ne m'adresserai pas à vous, mais plutôt au narrateur, n'est-ce pas, qui nous rend compte finalement de ces réalités dans les écoles. Alors, ce constat, est-ce que vous pouvez nous le partager déjà ici? Lorsqu'on prend des textes, voilà, nous avons des textes comme déjà le premier qui ouvre le bal finalement de ces toiles, le premier qui ouvre le bal de la pédagogie égorgée. Et là, on est en face d'un enseignant qui se soucie plus de son ego que de partager, n'est-ce pas, d'aller au partage du savoir, n'est-ce pas, dont il est détenteur pour une meilleure, n'est-ce pas, une meilleure compréhension à l'ensemble de ses apprenants. Donc, il suffit bien, n'est-ce pas, du souci de ses apprenants que de son propre ego. Il se passe que le narrateur est lui-même enseignant et qui a passé
plusieurs années à dispenser des enseignements, aussi bien aux supérieurs, dans les écoles de formation, etc., et qui établit un constat. Le texte sur lequel vous vous appuyez, qui ouvre ce spicilège de texte, la pédagogie égorgée, met en exergue des enseignants qui, en réalité, ne sont pas des pédagogues. C'est l'histoire de monsieur Makita, qui, au premier jour de la rentrée scolaire au lycée, Vladimir Tcherkov, qui est une république, le lycée est imaginaire. Bien sûr, nous sommes dans la fiction. Et constate qu'en première scientifique, il y a plus de 40 élèves en classe et qui demande aux élèves de changer de série parce que c'est réservé à l'élite, on ne peut pas avoir beaucoup d'élèves. Et il commence par distribuer des zéros. Il n'a dispensé aucun enseignement et il se met à interroger les élèves au premier jour de la rentrée et distribuer des zéros à la quasi-totalité de la salle de classe pour pousser les élèves à changer de série. Et ceux qui restent dans la classe subissent le martyre. Et donc, à chaque cours, le professeur prend 1 heure du temps pour distribuer des mauvaises notes aux élèves et à la fin de l'heure, il donne un exercice d'application hors de portée des élèves pour les humilier, pour que les élèves de seconde qui vont occuper la salle l'après-midi constatent que leurs aînés de première sont incapables de trouver un exercice d'application, de donner des bonnes réponses à un exercice d'application. Alors il est établi que cette frustration est à l'origine de la déperdition scolaire. Lorsque l'élève ne se sent pas à l'aise face au comportement du prof, lorsque le lien affectif est brisé, et en ce moment-là, l'élève a 2 possibilités. Il y a la déperdition scolaire et les élèves frustrés, inhibés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient les cours. À l'heure du cours de sciences physiques, les élèves vont à l'extérieur parce qu'ils savent que dans la salle, ils vont non seulement être frustrés, traumatisés, vivre dans l'anxiété et après, ils n'auront jamais de bonnes notes puisqu'ils ne comprendront pas l'enseignement. Une façon de dire que même lorsqu'on est en difficulté, on n'a pas les effectifs qu'il faut dans les établissements scolaires, lorsqu'on recrute des gens qui n'ont pas été formés en matière de pédagogie, il faut d'abord les recycler. Il faut former les gens avant de les mettre en face des enfants. Parce que la pédagogie, avoir les connaissances dans une discipline, quelle qu'elle soit, est une chose. Mais savoir quel comportement avoir vis-à-vis des élèves en est une autre. C'est l'essentiel à travers cette nouvelle, ce premier tableau, comme vous le dites. C'est cette question, on attire l'attention aussi bien des enseignants que des décideurs, qu'on ne met pas, même si la personne était majeure de sa promotion, il a étudié les mathématiques, les sciences physiques, l'histoire, la philosophie, ça ne suffit pas. S'il ne sort pas d'une école normale, il faut qu'il soit briefé en matière de pédagogie avant de tenir des classes. Voilà. À la page 7, le narrateur nous présente ici, donc les élèves ne comprenaient pas l'attitude et les propos étonnants du professeur, qui du reste venait à peine d'être affecté dans cet établissement scolaire, qui de toute évidence était parmi les meilleurs du pays au regard des résultats du baccalauréat des 10 dernières années. Pour inciter les élèves à exécuter sa recommandation, M. Makita se mit à interroger les élèves sur les enseignements qu'il n'avait pas encore dispensés. À chaque interrogation orale, l'élève ciblé, tétanisé par la peur de la mauvaise note attribuée, ne savait pas quelle réponse donner. Avant même que l'élève n'eût le temps de structurer sa pensée et d'articuler sa réponse, M. Makita criait « Tu as 0, le suivant ». Absolument. Je l'arrête là. Voilà. Absolument. Lorsque l'élève se trouve dans un environnement anxiogène, cela inhibe la réflexion. Et lorsque la réflexion est inhibée, le processus intellectuel est inhibé par la peur, par l'anxiété, l'apprentissage devient impossible. Et ça, c'est fondamental. C'est ce que nous voulions partager avec les lecteurs à travers
ce premier tableau. Voilà, où vraiment vous posez là un réel problème sur la pédagogie, n'est-ce pas? Et voilà, vous parlez, vous l'avez intitulé « La pédagogie égorgée ». Évidemment, lorsqu'un enseignant évalue des élèves sur des enseignements qu'il n'a pas dispensés, lorsqu'on distribue à tour de bras de zéro, lorsqu'on incite les élèves à changer de série parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, lorsqu'on passe son temps à insulter les enseignants et les élèves... Cette demande est faite avant évaluation. Absolument. Lorsqu'on passe son temps à dénigrer les élèves, etc., on n'attendra pas des bons résultats de ceux-ci. Parce que le rôle de l'enseignant, c'est d'encourager. On appelle ça le renforcement positif pour parler en termes pédagogiques. Et le rôle de l'enseignant, c'est de renforcer positivement les élèves et que dans cet élan-là, l'élève va être motivé et va s'investir davantage dans le processus d'apprentissage. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas de M. Makita, qui est le prototype de plusieurs enseignants que vous pouvez retrouver dans nos différentes républiques d'Afrique tropicale. Voilà. Alors, non seulement que vous en preniez là, vous en prenez, il faut dire, aux enseignants, mais vous le faites autant pour les élèves. Et c'est le cas de Tcherno et de donc son ami, voilà, Demba. Donc, et là, nous sommes avec le sens interdit. Oui. Puisque là, nous sommes en face, n'est-ce pas, d'un spécimen d'élèves un enfant gâté, et il faut dire que c'est un grand trou à l'école. Absolument. Alors, vous avez Tcherno et Demba, l'un issu des classes défavorisées, mais brillant élève, l'autre fils du maire de la ville, mais qui ne fournit aucun effort. Il a tout dans la poche, rien dans la tête. Vous avez un problème de classe. Donc, voilà. Vous parlez des classes sociales. Césure de classe. Voilà. Et voilà, l'élève brillant, mais qui manque de tout au plan matériel, bénéficie donc des faveurs de l'enfant du maire qui a tout. Et donc, il donne de l'argent à l'élève brillant pour récupérer ces brillants lors des évaluations et avoir des notes qu'il ne mérite pas et qui présente le bulletin au père qui, lui, ne contrôle pas le travail de son enfant, pensant que l'enfant évolue parce qu'il est brillant à l'école. Mais non, en réalité, l'enfant n'est pas brillant. Il trafique les notes parce qu'il récupère les brouillons de l'élève brillant. Les brouillons de l'élève brillant issus d'un quartier populaire et d'une famille défavorisée, paupérisée. La question de fond que je pose ici, c'est que lorsqu'on est issu d'une classe défavorisée ou d'un milieu modeste, lorsqu'on est brillant à l'école, cela peut casser les codes, la différence de classe, parce que l'intelligence et le fait que l'élève soit brillant à l'école peut avoir ce qu'on appelle une certaine valorisation sociale et faire en sorte que les différences de classe entre les élèves dans un établissement scolaire public peut en ce moment-là être réduit à néant. C'est ce que nous voulons mettre en avant ici. Mais aussi d'attirer l'attention des parents. C'est de dire que lorsque votre enfant revient avec des très bonnes notes, prenez la peine quand même de vérifier. Interrogez aussi l'enfant à la maison, suivez le travail de l'enfant à la maison. Si vous savez que votre enfant passe tout son temps sur les jeux vidéo, au téléphone, sur les tablettes, et qu'il vous revient avec 15 de moyenne à la maison, cherchez quand même à savoir si la note que l'enfant ramène à la maison est méritée. C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, voulais-je dire, pourquoi? Mais parce que cet élève qui évolue par des méthodes, en utilisant des méthodes peu orthodoxes, va avoir des diplômes. Mais ces diplômes-là sont des diplômes de pacotille qui ne valent absolument rien. Et c'est d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire aujourd'hui, le diplôme ne devient qu'une présomption de connaissance. À l'époque, quand quelqu'un avait un baccalauréat, il était respecté parce qu'on savait qu'il a fait une bonne partie du parcours, il rentre dans l'enseignement supérieur, et donc c'est quelqu'un qui se prépare à être cadre. Mais regardez ce que nos élèves bacheliers sont devenus. Incapables de maîtriser la règle sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Mais ils rentrent à l'université. On va peupler le pays, ou les pays d'Afrique,
puisque le titre du livre, c'est « Chronique de l'école sous les tropiques ». Il s'agit des tropiques d'Afrique. Ce problème-là va avoir des conséquences sur la qualité des hommes qui vont diriger les pays du continent dans une décennie. Et c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme pour que les parents, les dirigeants soient assez vigilants sur cette question des notes obtenues de façon frauduleuse par nos jeunes scolarisés. Voilà. Alors, il faut dire également dans la structure, n'est-ce pas, que vous présentez de cette nouvelle, ce deuxième texte. Tout au début, on sait les relations qui existent entre Demba et Tierno. Et là, les classes sociales ne posent aucun problème. Mais on saura que plus tard, dans le même texte, il va se poser un problème d'idylle entre la petite sœur de Demba et Tierno. Et là, Tierno va en arriver, n'est-ce pas, à la question de la classe sociale, comme on dit. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est la chute, l'organisation de votre texte, puisque nous sommes dans la nouvelle, mais vous êtes donné cette latitude de tirer une espèce de conclusion de la chute. Et je m'en vais donc lire cette chute. Dans le souci de préserver son secret et ses intérêts, il décida de laisser tomber cette affaire. Tierno avait obtenu à la fois les faveurs de Demba et en prime, pour son intelligence, l'amour d'Anna. Alors, voici finalement cette conclusion que vous tirez. L'intelligence peut être à l'origine du prestige social, même si l'on est issu d'une famille modeste. Il y a comme une leçon de morale que vous nous présentez. Absolument. C'est fait à dessein. Demba, qui lui brise les codes des classes sociales, la barrière sociale, parce qu'il veut avoir des faveurs de son condisciple de classe, année après année, mais lorsqu'il se rend compte que ce condisciple brillant a une relation amoureuse avec sa petite sœur, cette question émotionnelle liée à la ségrégation sociale se ressurgit. Et la petite sœur, Anna, va donc brandir la menace de trahir le secret au maire, qui est le père de Demba, parce qu'il ne mérite pas les notes. Et cette conclusion, c'est aussi une interpellation pour les jeunes issus des classes défavorisées. Pour dire, si vous êtes brillant à l'école, et je rappelle par la même occasion que c'est la rampe de la réussite. Le cliché autour de la ségrégation des classes sociales peut être rompu parce que votre intelligence, le fait que vous soyez brillant à l'école, peut avoir une sorte de réhabilitation et casser les codes sociaux qui existent autour de la ségrégation des classes sociales. Aimez-vous, même si vous n'êtes pas de la même classe sociale, l'élève brillant aujourd'hui sera peut-être ministre demain. Et ça s'adresse aussi aux parents, parce que souvent, ceux qui sont issus des classes aisées veulent que les enfants se retrouvent entre eux et n'aient pas de conjonctions sexuelles ou amoureuses avec les enfants issus des classes populaires ou des classes défavorisées. Mais alors, il faut savoir que tous ceux qui viennent des classes défavorisées seront peut-être, certains qui viennent des classes défavorisées seront peut-être les dirigeants. Demain, la question c'est que quelles sont les valeurs morales que défend la personne qui est amie avec votre fils ou avec votre fille. Et quel est le profil, quelles sont les ambitions. Il ne s'agit pas de juger les gens par rapport à leur classe sociale de naissance. Voilà. Leur classe d'origine. Alors, mon cher ami, cher Julien Makaya, voilà, je vous invite là à nous donner lecture d'un extrait que vous prendrez au hasard. Mais on va peut-être lire le texte, hein, la nouvelle numéro 4, La vengeance de l'étudiant. Voilà, un extrait, juste un extrait. Juste un extrait. Ah oui. Voilà. Au début de l'année académique, le professeur Tongamabe demandait à tous les étudiants de remplir un formulaire de renseignement, ce qui lui permettait d'obtenir les coordonnées téléphoniques de toutes les étudiantes. Dans sa stratégie de colonisation sexuelle,
il commençait par donner de mauvaises notes à toutes les filles qu'il avait préalablement ciblées pour l'opération Kilimandjaro. Ensuite, il invitait chacune d'elles à accepter une conjonction sexuelle en échange de bonnes notes en philosophie, la discipline dont il était le champion à la faculté des lettres et des sciences humaines. Merci. Alors pourquoi ce choix, Julien Makaya? Pourquoi ce choix? Parce que je dénonce le harcèlement sexuel à l'école et à l'université. Au milieu scolaire, oui. Oui, parce que plusieurs filles brillantes ont eu des carrières bousillées simplement parce que les enseignants ont voulu avoir des rapports sexuels avec elles. Et lorsqu'elles ont refusé, certains n'ont pas eu de directeur de mémoire ou de directeur de thèse à cause de cette situation. Dans certaines universités, on dit même que seule la cuisse libère et qu'on considère le droit de cuissage comme étant un 13e mois ou une prime que doit bénéficier l'enseignant. C'est grave sur le plan éthique et moral. Et c'est fondamental de le dire, et on doit savoir que la morale est pour l'enseignant ce que le bistouri est pour le chirurgien, ce que le sermon d'Hippocrate est pour le médecin. Et donc ces pratiques sont des pratiques contestables et qui devraient normalement être dénoncées. Et c'est pour ça que nous sommes revenus sur cette question où l'enseignant fait une liste des filles avec lesquelles il doit coucher par promotion au détriment de la morale, de l'éthique et de la déontologie. La déontologie, voilà. Absolument. Vous êtes contenté de l'éthique, de la morale, mais il y a aussi une question déontologique. Absolument. Il faut le dire. Et vous pensez que, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, nombreux ont dénoncé ces méthodes ou ces pratiques, il faut le dire. Est-ce que vous pensez que ces méthodes ont davantage gagné du terrain ou elles ont connu un recul? J'ai l'avantage d'avoir laissé une consoeur qui est à l'ENS de Libreville, mais qui est une femme, donner son avis sur cette question. Vous lirez dans la préface, mais il est évident que ce phénomène, il est courant dans la plupart des pays d'Afrique. Et que des mesures ne sont pas prises pour endiguer le phénomène. Même lorsque les filles se plaignent, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans La vengeance de l'étudiante, dans le texte, vous voyez bien que cette fille, elle essaie d'aller rencontrer le doyen de la faculté pour dénoncer le professeur de philosophie qui la harcelait depuis le début de l'année académique. Mais que dit la secrétaire du doyen? Que laisse tomber parce que lui aussi fait la même chose. Donc il va couvrir les mauvaises pratiques de son collègue. Et la fille était obligée d'utiliser une autre technique, c'est-à-dire d'enregistrer, d'accepter le rendez-vous de l'enseignant et d'enregistrer le dialogue, l'échange entre lui et l'enseignant, et d'utiliser cela comme étant une menace, de brandir cela comme une menace. Si vous ne cessez pas de me harceler, je vais balancer cela dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas une stratégie que je mets à la disposition. C'est pour dire que lorsqu'on est investi d'un certain pouvoir, comme celui d'être enseignant sur les étudiants ou sur les élèves, il ne faut pas utiliser ce pouvoir contre des personnes fragiles. Il faut plutôt se comporter comme un père qui protège et qui encourage les jeunes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour l'avenir de l'Afrique et même l'avenir des jeunes filles dans les écoles et les universités. Oh, il va sans dire que dans un autre texte, je prends le contre-pied d'un dialogue insolite, je prends le contre-pied, où cette fois-ci, c'est Bella Bella, une étudiante médiocre, qui va courtiser l'enseignant, voilà. En fait, qui va courtiser l'enseignant, et ici, on montre, cette fois-ci, l'enseignant qui rejette, qui repousse l'étudiante qui vient faire des avances au professeur pour que ces mauvaises notes soient modifiées.
Et donc, du coup, les deux tableaux existent. Voilà. Et cette fois-ci, je présente l'enseignant qui, au plan éthique et moral, se comporte dignement. Et donc, on essaie de jouer sur tous les tableaux pour montrer que tous les enseignants ne sont pas à mettre dans le même sac, parce que ceux qui respectent la déontologie existent aussi. Il y a encore un échantillon. Voilà, il existe aussi. Et décourager les jeunes filles ou les jeunes garçons aussi qui proposent des enveloppes aux enseignants, surtout gardés, lorsque en fait, ceux-ci traînent des arriérés de salaire, la tentation est grande. La tentation est grande. C'est pour ça que cette problématique de l'école sous les tropiques est une problématique fondamentale, parce qu'il s'agit de l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, ce n'est pas les diamants, l'uranium, le pétrole, le bois. L'avenir de l'Afrique, ce sont les cadres, les cerveaux. Nous avons la chance jusqu'à aujourd'hui, c'est la génération post-indépendance qui dirige le pays. Mais cette génération sera dans la tombe d'ici une décennie. C'est la génération intermédiaire et la génération Wi-Fi. Ce que j'appelle une génération Wi-Fi qui va prendre le relais. Si ces jeunes qui sortent du pays ou qui sont là, qui achètent des diplômes, prennent les commandes, comment vont-ils négocier? Comment vont-ils comprendre les enjeux, problématiser pour essayer de concevoir la ligne qu'il faut pour le développement des nations africaines? Et il est important, il est même urgent que ceux qui dirigent les États africains comprennent les enjeux et sachent que investir dans l'éducation et faire en sorte que les diplômes soient des diplômes mérités, prennent conscience et agissent le plus rapidement possible. Regardez, il y a un phénomène, on sort un tout petit peu des textes, mais je profite de l'occasion pour le dire. Vous voyez que de plus en plus, nos jeunes veulent avoir des parrains pour trouver leurs emplois. Lorsqu'il y a un avis de vacances de poste dans une structure privée qui est lancée, ils ne veulent pas postuler. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent qu'ils sont incompétents. Ils savent qu'ils sont incompétents et que lorsqu'ils sont mis à l'épreuve de l'évaluation ou de la compétition, ils démissionnent parce qu'ils savent qu'ils ont obtenu leur parchemin par des méthodes peu orthodoxes. Et si ces gens-là prennent les commandes et sont aux responsabilités, la crainte pour demain, c'est la décadence de l'Afrique. Merci, mon cher ami, donc, Julien Makayanzundu. Alors, un dernier extrait pour prendre congé n'est-ce pas, pour mettre un terme à cet échange, à ce partage. Bien. Nous allons prendre le texte, le dernier texte, La guerre des gangs à l'école. Je lis. Le jour de l'attaque, les microbes avaient envoyé l'un des leurs en éclaireur pour se rassurer que les Moudjahidines étaient bel et bien présents au collège Kamaralai. Au signal de l'éclaireur, Barakouda et les microbes débarquèrent au collège Kamaralai munis de couteaux, de fourchettes, de machettes et de gourdins. Dès l'entrée de l'établissement, ils agressaient toutes les personnes qui se trouvaient sur leur passage, élèves, professeurs, surveillants et même les restaurateurs qui étaient pris pour cible. Merci. Alors, c'est la problématique de la violence à l'école. Voilà. En milieu scolaire aujourd'hui, alors. La violence en milieu scolaire. C'est très récurrent. Alors, c'est un indicateur de la dépravation des mœurs. Lorsque la violence, la guerre des gangs se déroule à l'école, lieu, le temple, la cathédrale du savoir et de l'éducation, c'est qu'il y a un vrai problème. Nous devons ouvrir les yeux. Et cette réalité, vous la trouverez dans tous les pays d'Afrique au sud du Sahara. Merci Julien Makayanzundu. Je rappelle que vous arrivez sur le plateau de Cultura avec Chronique de l'école sous les tropiques, un recueil de nouvelles qui a bénéficié de la préface d'Emmanuel Ngema Minko et de la postface de Pierre Temou. Merci, c'était avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, que nous avons mené cet échange. En tout cas, il faut dire pour la continuité, bon vent. Merci et meilleurs vœux, sauf Gérard. Merci beaucoup. Amis culturels, voilà, par ces mots, nous prenons congé de vous. Nous prenons donc date pour samedi prochain, 14h30. En tout cas, passez
de très belles, n'est-ce pas, de très bons moments dans vos familles respectives. Merci. À très bientôt.